Le Mexique est la 14e puissance économique mondiale, c'est un pays émergent, ou plutôt une puissance économique désormais émergée, mais cette émergence semble bridée par 4 ou 5 freins qui semblent quasi structurels, la violence politique, le trafic de drogue, la corruption, les disparités régionales et bien sûr la pauvreté. Eh bien, ce sont ces deux aspects de ce pays, positifs et négatifs, dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Le Mexique est au nord du continent américain, à cheval sur le tropique du Cancer. À l'ouest, il ouvre sur le Pacifique, à l'est sur le golfe du Mexique, au sud sur le Guatemala et le Belize, et au nord sur les États-Unis, dont il est séparé en partie par le Rio Grande. La superficie du pays est de 2 millions de kilomètres carrés, soit environ 4 fois la France, et là vivent 115 millions de Mexicains, dont 85%, ce qui est important, sont catholiques. Les Mexicains aujourd'hui, ce sont 30% d'Amérindiens, 9% de Blancs et 60% de Métis. L'espace mexicain se compose autour des centres urbains. La capitale, c'est Mexico, et sa zone métropolitaine abrite 18% de la population du pays, soit 20 millions d'habitants. C'est la troisième ville la plus peuplée au monde. Les plus fortes densités de population du pays se trouvent dans les hauts plateaux de l'intérieur, c'est-à-dire des terres froides ou tempérées. Qu'en est-il de l'économie du pays? Le Mexique est resté un pays agricole, il produit du maïs, le haricot, le coton, le blé, le café. Dans le sud, l'agriculture reste vivrière, dans le nord, elle est industrielle et exportatrice. Et on trouve aussi d'importantes ressources forestières. 30% du territoire est couvert de forêts. Et puis il y a les ressources minières comme le fer, le plomb, l'argent. Et la plus importante des ressources naturelles mexicaines, c'est le pétrole, avec des réserves prouvées qui s'élèvent à plus de 11 milliards de barils, soit les 18e réserves mondiales. Aujourd'hui, ces réserves terrestres diminuent, mais un gisement important a été découvert dans l'État de Tabasco fin 2012, et des gisements offshore sont régulièrement mis au jour dans le golfe du Mexique. Aujourd'hui, le Mexique, c'est le 8e producteur mondial de pétrole. Le premier partenaire commercial du Mexique, évidemment, sont les États-Unis, qui représentent 80% de ses exportations. Et depuis 1994, les deux économies sont liées par l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, appelé aussi NAFTA en anglais. Et ce qui exprime bien les liens étroits entre les deux pays, ce sont les maquiladoras, c'est-à-dire des usines d'assemblage installées de part et d'autre de la frontière. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire mexicain, il existe plus de 5000 maquiladoras qui emploient près de 2 millions de personnes. Rien qu'à Ciudad Juárez, on compte plus de 330 maquiladoras qui emploient près de 180 000 personnes. Le concept, c'est celui d'usines jumelles. Au sud, la main-d'œuvre qui assemble des produits manufacturés à faible valeur ajoutée. Au nord, les fonctions d'encadrement et de gestion. Et ce sont désormais des villes entières qui sont jumelées, à l'image de San Diego et Tijuana, d'El Paso et de Ciudad Juárez, ou encore Laredo et Nuevo Laredo. Et quant à la frontière en elle-même, c'est la plus traversée au monde. À Tijuana, par exemple, on compte 250 000 passages par jour en moyenne. Une étude du centre de recherche Pew Hispanic indique plusieurs choses intéressantes. Entre 1995 et 2000, soit 5 ans, près de 3 millions d'immigrants en provenance du Mexique sont entrés aux États-Unis, légalement ou illégalement, et 670 000 immigrants hispaniques sont retournés vivre au Mexique. Entre 2005 et 2010, ils sont officiellement près de 1,5 million d'immigrants à quitter le Mexique pour les États-Unis, mais cette fois autant d'immigrants à retourner vivre au Mexique, soit un bilan migratoire nul entre les États-Unis et le Mexique sur cette période. Et depuis 2010, le nombre de Mexicains qui quittent les États-Unis est plus important que ceux qui y entrent. Alors pourquoi un tel revirement? Le renforcement des contrôles, la construction d'un mur de plus de 1000 km, soit un tiers de la frontière, de la Californie au Texas, la hausse des reconduites à la frontière, et aussi la faiblesse du marché du travail aux États-Unis. Maintenant, il y a aussi la frontière sud du Mexique. 1150 km de frontière séparent le Mexique du Guatemala et de Belize.
Et de par sa situation géographique, ce pays est donc le passage obligé pour les migrants qui viennent d'Amérique latine. En moyenne, 2 millions d'entrées sont enregistrées chaque année, cette fois vers le Mexique, et c'est un chiffre qui ne compte pas les entrées illégales. On a donc d'un côté un Mexique tourné vers l'Amérique du Nord, notamment grâce aux accords ALENA, aux maquiladoras, et de l'autre, un Mexique qui appartient bien sûr à l'Amérique latine pour des raisons historiques, culturelles et économiques aussi. Il est lié au groupe de Rio et il est lié aussi à la CELAC, communauté d'États latino-américains et caraïbes. Alors est-ce qu'on peut comprendre le Mexique comme étant une passerelle entre les deux ensembles? Eh bien pour répondre, changeons d'échelle. Le Mexique est membre de l'OCDE, c'est la deuxième puissance économique d'Amérique latine après le Brésil, la 14e puissance économique mondiale devant la Corée. Il fait partie des E7, c'est-à-dire des économies émergentes dont le PIB cumulé va dépasser celui du G7, et ce en 2020. Il faut dire que le potentiel du Mexique est considérable. Premier avantage, le coût du travail. Regardez cette comparaison avec la Chine. En 2000, le salaire horaire au Mexique était 2 fois plus élevé qu'en Chine. En 2010, il y avait seulement 34 cents de différence, donc quasiment une parité de salaire entre ces deux pays. Et en 2015, dans 2 ans, le salaire horaire mexicain sera inférieur de 1,75 $ au salaire horaire chinois, notre source étant le Boston Consulting Group. Deuxième avantage pour le Mexique, maintenant, sa proximité géographique avec les États-Unis, premier marché au monde. Or, l'augmentation du prix du baril a conduit à une augmentation des coûts de transport sur les produits fabriqués en Chine et en Asie. Le Mexique est ainsi devenu le meilleur pays pour produire à destination du marché américain. À l'échelle mondiale, le Mexique est aujourd'hui le 5e exportateur de produits industriels. À l'avenir, il va bénéficier de ces avantages géographiques, énergétiques, de production et salariaux. Pourtant, plusieurs freins structurels pourraient entraver cette ascension économique mexicaine. Premier défi, c'est le poids des monopoles dans le secteur pétrolier, qui représente plus de 1/3 des ressources budgétaires du pays. La compagnie pétrolière nationale, la Pemex, Petróleos Mexicanos, qui est née de la nationalisation de l'industrie pétrolière en 1938, est mal gouvernée. La production est en déclin, près de 3,5 millions de barils par jour en 2004, 2,5 millions aujourd'hui, et on estime qu'elle sera inférieure à 1,5 million de barils jour en 2020. Pour exploiter les réserves offshore, la Pemex doit investir massivement dans le golfe du Mexique, sauf qu'elle n'en a pas les moyens, et l'ouverture aux investissements privés est interdite par la Constitution mexicaine. Donc, est-ce que les nouvelles autorités mexicaines vont pouvoir réformer vraiment le secteur pétrolier? Il y a plusieurs obstacles à cela. D'abord, l'hypernationalisme. Dans les représentations mexicaines, on ne touche pas à leurs ressources nationales. Ensuite, il y a un syndicat très puissant qui s'opposerait à toute ouverture du secteur. Et puis enfin, aucun parti politique ne peut se risquer à prôner publiquement une réforme qui entraînerait une disparition du monopole de Pemex. Maintenant, deuxième défi, des écarts de développement très marqués entre les différents États mexicains. Regardez cette carte montrant le PIB pour chaque État en 2011. À Mexico, il s'élève à 135 milliards d'euros. Dans l'État de Quintana Roo, environ 11 milliards d'euros, soit 12 fois moins qu'à Mexico. Et les écarts de développement sont donc importants entre le nord et le centre, relativement riches, et le sud, où l'on trouve les États les plus pauvres. Troisième défi, la lutte contre les cartels, dont nous avons symbolisé les emprises sur cette carte. Le Mexique se trouve sur la route qui relie l'Amérique latine au premier marché mondial de cocaïne, les États-Unis. Et les cartels que vous voyez ici s'affrontent pour le contrôle de cette route. En 2006, le président Calderón a fait de la lutte contre les cartels une de ses priorités. 50 000 militaires ont été temporairement déployés pour des missions d'ordre public. Or, cette mesure a accru la violence dans le pays. La politique militariste de Calderón a entraîné une guerre féroce entre les cartels concurrents, augmentant en fait la violence. Car les cartels ont développé de nouveaux types de ressources, comme le kidnapping, les extorsions, le trafic de personnes, les assassinats. La frontière nord est de loin la plus affectée, mais la violence touche aussi la côte pacifique, la capitale Mexico, Cancún
et même plus récemment Monterrey. Au total, depuis 2006, le narcotrafic mexicain a fait 60 000 morts. Lors des dernières élections présidentielles, le parti de Calderón, le PAN, a été sanctionné pour cette explosion de violence. Aujourd'hui, Enrique Peña Nieto, qui a pris ses fonctions de président en décembre 2012, affirme qu'il va intégrer dans la police fédérale 40 000 des 50 000 militaires déployés, et il cherche à s'attaquer aux causes en prônant une approche plus sociale, plus éducative et des créations d'emplois. Alors je crois qu'on mesure bien les contradictions très fortes dans lesquelles le Mexique se trouve comme enserré, à la fois beaucoup de potentiel, avec les ressources disponibles, la démographie, le marché intérieur, le savoir-faire, la demande mondiale et donc la demande nord-américaine. Et là, le Mexique est avantagé par sa situation géographique. Et en même temps, c'est justement cette proximité qui fait aussi le problème, puisque le Mexique, c'est le couloir de passage de tous les trafics, puisque la demande vient essentiellement du Nord. Alors ce sera intéressant de suivre dans les mois qui viennent comment le nouveau président mexicain, qui a été élu en décembre 2012, va s'y prendre pour tenter de briser le monopole de la compagnie nationale pétrolière, la Pemex, et puis quels remèdes il va pouvoir trouver pour faire en sorte que les narcotrafiquants cessent d'être l'agence pour l'emploi des jeunes Mexicains. Sur le grand défi mexicain, vous pouvez lire À Mexica, la guerre contre le crime sur la frontière États-Unis-Mexique, paru en 2013 chez Albin Michel, et puis Économie émergente latino-américaine de Pierre Salama, publié chez Armand Collin.